Aujourd'hui, on vous propose un saut dans le passé et le présent de l'électronique du quotidien. Imaginez, à l'époque de nos grands-parents, programmer une machine à laver, c'était affaire de ressorts et d'interrupteurs mécaniques. Puis sont arrivés les transistors, l'électronique embarquée, les premiers microprocesseurs, un vrai bouleversement. Mais comment tout cela a-t-il évolué ? Pourquoi a-t-on pris l'habitude aujourd'hui de tout confier à un microcontrôleur, même pour allumer une simple lampe ? On accueille dans cet épisode Jérémy Terrien, responsable service électronique de l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne. Avec Aurélien, il nous emmène sur les traces des machines à laver, des circuits logiques et de l'irrésistible ascension du code dans l'électronique moderne. Entre anecdotes, explications concrètes et conseils pour se lancer, ils éclairent la différence entre bricolage à l'ancienne et prototypage à la sauce Arduino. Que vous soyez passionné d'électronique ou curieux de comprendre le monde caché derrière nos objets familiers, installez-vous. Vous allez découvrir pourquoi aujourd'hui, souder ou coder n'ouvre pas exactement les mêmes portes. Alors moi, ça me fait tout de suite penser... je me souviens quand j'étais petit, la machine à laver chez mes grands-parents, c'était un programmateur mécanique où on venait commuter des circuits de pompe. Alors que voilà, c'était un peu le début de l'automatisation. Comment ça fonctionne tout ça ? Probablement que ça fonctionnait avec un ressort, et donc on utilisait l'énergie mécanique du ressort pour faire tourner des roues cantées qui étaient indexées et par une disposition judicieuse, pouvait commuter des interrupteurs électriques à des instants particuliers. Et donc, on activait le moteur du tambour, la pompe de vidange et l'électrovanne de l'arrivée d'eau et tout ça. Et puis donc, dans les années 70-80, l'avènement du transistor. Alors, le transistor, qu'est-ce qu'il a amené ? Ce qu'il a amené... c'est la commutation par une commande électrique, en fin de compte. Qu'il s'agisse d'un courant ou d'une tension, mais on est capable d'activer de la puissance avec un signal faible puissance, en fin de compte. Donc, la pompe de notre machine à laver qu'on venait mécaniquement fermer un interrupteur, aujourd'hui avec un transistor, on a la possibilité avec un signal de faible tension de la mettre en marche et l'arrêter à différents instants. Et donc, c'est l'avènement de l'électronique grand public avec au début des circuits de logique combinatoire, donc des portes, et ou NAND, XOR, vous avez peut-être entendu ça, qui permettait donc de remplacer ces programmateurs mécaniques. Oui, pour compter, faire des tâches de comptage, de générer des complexes, des séquences, mais tout était construit quelque part de A à Z en disposant manuellement ces transistors, puis les composants associés, on va dire. Voilà, donc une fois que le schéma était fait, le programme de la machine à laver était, il y avait plusieurs programmes, mais en tous les cas, ces programmes étaient figés dans la carte électronique. C'était figé par le matériel. Les connexions que le développeur avait réalisées étaient faites pour une tâche donnée. Et la carte électronique ne remplissait que la tâche pour laquelle elle avait été développée, en fin de compte. Donc on n'avait aucune souplesse. C'était je veux faire quelque chose, donc je crée le circuit entièrement pour réaliser cette fonction-là. Et de très nombreux composants aussi. L'arrivée des microprocesseurs et des microcontrôleurs va nous permettre de drastiquement diminuer les composants, puisque les portes... De toute façon, tout a commencé avec les lampes, l'ancêtre du transistor, où on a... qui remplit la fonction du transistor qu'on connaît, mais complètement analogique. Par contre, c'est des volumes
une dizaine de centimètres sur un diamètre de 3-4 centimètres. Ça prend énormément de place, c'est ça qu'on veut dire. Voilà. Donc on avait des systèmes électroniques qui prenaient, souvenez-vous, hein, les télés, ça prenait une place folle. Un des premiers ordinateurs prenait une pièce entière, en fin de compte. On a donc ENIAC, qui a été développé pendant la guerre, qui avait une salle dédiée. C'est comme si notre personnel, notre PC de bureau prenait tout le bureau. Et donc après, sont arrivés les premiers microprocesseurs dans l'informatique. Mais avant ça, dans aussi des biens de consommation traditionnels. Alors, on a commencé par les circuits intégrés, avec des portes logiques déjà câblées à l'intérieur. On parlait tout à l'heure de porte E, de porte OU. On avait un circuit intégré, un composant électronique, qui incluait... je dis un exemple, 4 portes E, donc déjà constituées à l'intérieur du composant, je ne sais pas de combien de transistors, de plusieurs transistors, mais c'était probablement inférieur à une centaine de transistors dans un composant relativement gros. Oui, on parle ici des circuits intégrés, donc des petits composants qu'on retrouve dans un petit boîtier plastique avec des pads de chaque côté que vous pouvez retrouver sur des cartes électroniques. Donc on a commencé à miniaturiser, à intégrer plein de transistors dans des petites puces à 8, 16, 24 pattes, ainsi de suite. Mais toujours pas de code dans tout ça. Tout ça, c'est des composants figés et on leur met une entrée, ils ont une fonction et de niveau d'entrée donné, ils donnent une sortie. Ensuite, on est arrivé tout doucement à des composants programmables. Donc c'est là où il y a de l'assembleur et puis qui est le langage bas niveau et puis un langage haut niveau qui permet d'avoir un langage interprété, d'un langage plus facile à comprendre pour l'humain. Et donc ces premiers microprocesseurs, ils étaient dédiés à quoi et qu'est-ce qu'ils faisaient C'était principalement pour du calcul. Donc on pouvait manipuler des nombres facilement et à l'issue de ces différents calculs, interagir sur l'environnement, donc remplir plusieurs fonctions avec le même composant, différentes fonctions en fonction du code cette fois-ci. Donc par exemple une calculatrice. Oui, on avait un microprocesseur dans une calculatrice. On a différentes, on a 10 touches plus les touches de signes. On rentre donc notre calcul et donc le microprocesseur va réaliser l'opération et afficher sur un terminal segment la réponse du calcul. Si on prend l'exemple de cette calculatrice, on a des entrées tout ou rien, qui sont les boutons. Qui sont les boutons, les touches, les chiffres, de 0 à 9. Et donc, on a une sortie qui est l'afficheur 7 segments qui nous permet de visualiser le résultat. Les entrées et le résultat. Et donc, de plus en plus, sur les microprocesseurs, on va avoir des interfaces d'entrée et des interfaces de sortie, et grâce au code informatique qu'on va mettre dans le microprocesseur, on va gérer les interactions entre ces entrées et ces sorties. Gérer le temps aussi. On va pouvoir compter un laps de temps qui s'est écoulé, et au bout de ce laps de temps, prendre une action ou une autre. Alors, quel type d'entrée on peut avoir? Quel type de sortie? On va parler des bus aussi. Alors, en termes d'entrée-sortie, on a
toujours, et ça on pourra à mon avis jamais s'en passer, ce qu'on appelle les entrées-sorties numériques. Est-ce que l'interrupteur est fermé ou ouvert, pour schématiser, et on va vers des bus de communication qui vont permettre aux microcontrôleurs de pouvoir dialoguer avec d'autres composants électroniques sur la carte. Un écran, par exemple, un autre processeur, Oui. Qui est dédié à autre chose. En tous les cas, c'est un moyen de communiquer, qu'a le microcontrôleur, de communiquer avec l'extérieur en utilisant un minimum de lignes, de pins, et en permettant d'envoyer énormément d'informations. Si vous prenez votre... j'en ai une là sur le bureau, une prise Ethernet, vous avez en 8 lignes la possibilité d'envoyer énormément d'informations, et c'est parce que c'est issu d'un bus qui attaque un microcontrôleur quelque part sur une carte, dans votre PC. Et puis on a encore de l'analogique. Alors l'analogique, est-ce que tu peux expliquer On peut difficilement tout dépend de l'application bien sûr, mais pour certaines applications, on est obligé d'utiliser des composants analogiques. Donc là, c'est plus l'interrupteur qui est ouvert, fermé, mais c'est un signal qui peut prendre différents niveaux de tension. Par exemple, ça va être un composant dont la tension un capteur de température, ouais. dont on a une tension proportionnelle au signal mesuré, à la température en question. Et donc, il va falloir amplifier cette réponse, la filtrer pour enlever du bruit, sélectionner certaines bandes de fréquences avant de la faire rentrer éventuellement sur le microcontrôleur ou d'en faire quelque chose de manière utile. Donc une entrée où le microcontrôleur peut venir mesurer précisément le niveau de tension et non pas un 1 ou un 0 comme si c'était un interrupteur. Et donc on a ce type d'entrée sur les microcontrôleurs, on en a souvent, et puis on est souvent amené à traiter ce genre d'entrée. On peut avoir aussi des sorties analogiques. Piloter, oui, typiquement, c'est ce qu'on appelle un convertisseur numérique analogique, où on va transformer cette fois-ci un mot binaire en une tension discrète, mais qui varie, qui peut prendre différentes valeurs en fonction du mot binaire. Par exemple, si on voulait piloter la vitesse d'un moteur, par exemple, on pourrait dire au microcontrôleur, tu nous fournis une tension proportionnelle, que je veux que cette tension soit proportionnelle à la consigne de vitesse du moteur que je vais piloter. Ça, c'est pour les automatismes. Autour de nous, on en a plein. J'en parlais. Des automates, des machines à café, vous prenez n'importe quoi, un distributeur de billets de banque, il y a bien des machines, des moteurs qui vous fournissent les billets, ainsi de suite. Et puis, si on va beaucoup plus loin, si vous prenez le smartphone que vous avez dans votre poche, là, on est en interaction avec du son, avec de l'image, avec un écran, avec le réseau, le réseau Wi-Fi, ainsi de suite. Donc là, on a besoin de traiter énormément de données. Oui, donc une puissance de calcul très importante. Très importante. Et puis aussi, on ne l'a pas évoqué, mais les microcontrôleurs destinés aux automatismes, eux peuvent fonctionner avec des entiers, puisque alors c'est de moins en moins le cas, mais sur 8 bits, maintenant c'est plutôt 16, 32, on utilise, on prend des entiers sur 32 bits. Mais quand on fait du traitement du signal et de la vidéo ou du son, on a besoin de traiter des représentations à virgule flottante au sein du microcontrôleur et de faire des calculs avec ces représentations non entières. Non entières. Ouais. Donc essayer de représenter vraiment un nombre réel avec l'expression mathématique du nombre réel, c'est-à-dire qu'il peut prendre toutes les valeurs avec
à une précision quasi infinie. Et donc, les microcontrôleurs, en tous les cas ceux dans le smartphone, ont à coup sûr une unité de calcul à virgule flottante qui permet d'avoir cette qualité de son, cette qualité d'image, voilà. D'autres choses à rajouter sur la complexité ou en tous les cas sur la sophistication des microcontrôleurs qui sont des microprocesseurs qui sont dans nos téléphones. Il y en a beaucoup, il y en a pas qu'un. Enfin, oui, c'est ce que j'allais dire en premier lieu, c'est que donc on a commencé donc à avoir des processeurs puis des microcontrôleurs. Alors, il faudrait aussi qu'on explique la différence entre microcontrôleur et microprocesseur. Mais en tout cas, au départ, on n'en avait qu'un dans un composant électronique. On en est venu à en avoir plusieurs, 2, 4, probablement. On peut en trouver plus, jusqu'au serveur de données où on a parfois plus de 100 cœurs qui tournent sur le même composant, quoi. Donc c'est différent. Enfin, les cœurs servent à paralléliser le traitement et avoir beaucoup plus de puissance de calcul. Tout à fait. C'est comme si on avait, par exemple, 4 cœurs. On a 4 processeurs qui tournent en parallèle, voilà, et qui peuvent faire soit des choses en collaborant, soit des choses indépendamment. Voilà. Il y en a un qui s'occupe du son, l'autre de la vidéo, enfin ça, voilà. L'écran tactile. Ok. Et dernier point, et ça serait un peu la conclusion de cet échange. Aujourd'hui, là, je pense que on peut pas prendre un microprocesseur de smartphone et puis se lancer à recréer un OS, enfin, ce serait énormément de travail. Mais quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'électronique, est-ce qu'on aurait un message à lui donner, soit de reprendre l'électronique depuis le début en se disant que il y a encore beaucoup d'applications, moi je trouve, où on pourrait se passer de microcontrôleurs, ou en tous les cas se passer de code. On sait que c'est la mode de l'IoT, la mode du connecté et autres. Et dans ce cas-là, à partir du moment où on veut être connecté et envoyer des données quelque part sur un réseau, sur un cloud, sur quoi que ce soit, on a besoin d'une connectivité, donc d'un microcontrôleur. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. Oui, par exemple, un détecteur de présence pour allumer la lampe extérieure lorsque une personne passe à proximité. Il n'y a pas besoin d'un microcontrôleur. Avec simplement un traitement basique du capteur qui détecte la personne et un seuillage, par exemple, pour dire oui, là, ça représente une signature d'une personne, alors déclenche la lumière pour que la personne puisse se déplacer de manière sécurisée. Il n'y a pas besoin de microcontrôleur. Mais de nos jours, je pense que les 3/4 des personnes en mettraient un. Notamment avec ce qui est Arduino et voilà, c'est un peu voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le coût d'un microprocesseur est devenu tellement faible et la rapidité de prise en main versus souder X, parce que voilà, si on met pas de code, il peut falloir rajouter quelques composants. Voilà, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de brancher un port USB sur son PC et de lancer l'IDE pour coder un Arduino que d'aller faire de l'électronique pure et dure. Ça demande pas les mêmes connaissances. Qu'on fait de l'électronique, on va dire, classique, il faut s'y connaître en électronique et avoir été formé d'une manière... On a de très bons autodidactes pour ça, il n'y a aucun problème, ou via une formation scolaire, mais ou sinon... Ça demande des compétences particulières, alors que Arduino, on trouve énormément de tutos sur Internet, comment allumer une LED, oui.
etc. Avec un bout de code. Ouais. Ouais. Donc c'est deux mondes différents, c'est deux approches différentes. C'est sûr que si vous figez votre conception avec des composants soudés sur une plaquette, c'est bien différent que de mettre du code que vous pourrez retoucher, remodeler, qui sera beaucoup plus modulaire. Mais c'est l'approche projet aussi, parce que bien souvent les tutos que l'on trouve, c'est des personnes qui ont un hobby pour l'électronique et qui à un instant T vont s'intéresser à fabriquer une petite horloge et ensuite peut-être un petit automate. Ben, en fin de compte, l'avantage d'utiliser un microcontrôleur avec du code, c'est l'horloge ça m'intéresse plus. Je prends la carte à microcontrôleur, je refais un câblage vite fait pour une autre fonction, j'écris mon code et ça marche. Ouais. Et puis on peut, ce que les acquis qui ont été faits sur le premier projet peuvent être réutilisés sur le deuxième projet. C'est sûr, voilà. Donc moi c'était un petit peu la conclusion que je voulais apporter. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des Raspberry Pi, des Arduino pour des projets qui sont somme toute extrêmement simple d'un point de vue électronique et donc je voulais au moins remettre l'église au milieu du village sur cette thématique. Merci Jérémy pour ton implication et puis peut-être à bientôt pour d'autres explications sur le monde de l'électronique. Passionnant. Merci d'avoir écouté cet épisode des Technos. N'hésitez pas à nous communiquer vos commentaires. Notre prochain rendez-vous, ce sera avec une grosse partie de l'équipe le second mardi du mois prochain. En attendant, abonnez-vous à notre infolettre. On y partage notre veille technologique hebdomadaire et quelques infos sur nos épisodes. Vous trouverez tous les liens utiles sur notre site lestechnos.be. À très bientôt.